Bonjour et bienvenue à Hockey le magazine. Là, si vous êtes des collectionneurs, Jasmin a quelque chose pour vous. Bien, c'est les gens de Colic Édition qui ont des choses pour nous en particulier. On les a découverts depuis le début de l'année, Danny, et ils nous offrent un super beau produit lors de nos questions quiz de la semaine. Je suis certain qu'il y a plein de gens à la maison qui se font avoir avec les questions parce que je me faisais avoir lorsqu'on les posait, les questions. Mais là, cette semaine, on va aller les rencontrer plus personnellement, les gens de Colic Édition, puis parler vraiment du boom au niveau des cartes de hockey qu'il y a eu depuis quelques années. Sujet super intéressant qu'on vous présente dans quelques instants. De ton côté, sur la glace? Bien, sur la glace, on va être avec Denis Chalifou. Il y a certainement une carte de hockey, lui, c'est sûr. Il y en a des bonnes, je suis certain. Il y en a que les gens de Colic Édition voudraient avoir, je suis certain. Exactement. Une très belle carrière professionnelle. Maintenant, c'est un de nos ambassadeurs chez CCM Academy et bien sûr Play 360. Donc, lui, il va nous parler des feintes. Alors, manquez pas ça. Bonne émission. Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey, en collaboration avec l'Académie CCM, à fond avec l'Académie CCM et Duck Hockey Montérégie. L'expérience à son summum. Bien, le bilan des cartes, c'est exponentiel parce que, bon, depuis la COVID, évidemment, c'est sûr que les gens ont regardé dans leur garde-robe qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, savoir s'il y avait des vieilles cartes, tout ça. Fait que surtout en plus qu'on a entendu record après record sur des cartes sportives, que ce soit basketball, hockey et tout. Fait qu'évidemment, le fait qu'il y ait une Wayne Gretzky qui s'est vendu qu'à quelques millions, des gens sont arrivés au magasin en disant hey, « je pense que je l'ai, la carte s'est vendue, là. » Fait que ça a en même temps mis un engouement parce que les gens se sont dit ah, c'est intéressant, maintenant on peut avoir des morceaux de chandail, on peut avoir des signatures sur les cartes. Fait que ça a fait beaucoup grossir le hobby, justement, d'en parler beaucoup aussi sur les médias sociaux, à la télé même. Fait que... Le hobby était déjà en forme, surtout qu'on a eu une super bonne année avec l'année recrue de McDavid. Mais là, avec la COVID, tout ce qui s'est passé, il y a un plus gros boom parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, ça existe! » Fait qu'il y a des tonnes de nouveaux collectionneurs qui sont embarqués là-dedans. Fait que c'est vraiment un beau moment pour le hobby, c'est vraiment le fun. Le premier boom des cartes, on peut dire que c'est à peu près en 90, où il y a plein de nouvelles compagnies qui sont embarquées et qui sont mis à produire des séries cartes de hockey. Upper Deck est arrivé dans le hockey, Pinnacle est arrivé. Il y a beaucoup de séries dans l'année. Avant, c'était juste au Pitchy Tops, that's it. Puis là, on tombait avec, hey, il y a 10 séries par année, 15 séries par année. Puis ils en produisaient des tonnes. Mais ça a été ça sur tous les autres hobbies aussi, que ce soit les comic books, que ce soit les auto-miniatures. On dirait qu'à la fin des années 80, tout le monde se sont dit « Hey, collectionner, it's a thing, puis tu peux faire des sous avec ça. » Puis ça a fait. Ouais. Puis le boom aussi, il a été bien servi, surtout parce qu'il a commencé à avoir des hobby shops un petit peu partout. Il y en avait, je pense, dans toutes les villes. Là. Tu pouvais aller acheter ton comic, tu avais des paquets de cartes, puis il y avait une multitude, justement, de choix. Puis même, on en retrouvait dans les grandes surfaces, on en retrouvait à la pharmacie. En plus, au départ, dans les années 80, souvent, c'était dans les dépanneurs, le petit paquet à côté de la caisse, 25 cents, merci, bonsoir. Mais après ça, il y en avait partout. Fait que c'était facile de dire « Bon, ben tiens, regarde, je vais me gâter, je vais prendre un paquet. » On entend un petit peu parler. Fait qu'après ça, il y a les hobby shops qui arrivaient « Mais moi, je rachète vos cartes. » Fait que ça a fait « Ah, OK, bon, ben il y a quelque chose qui... Ça vaut quoi, ces cartes-là? » La façon de collectionner a changé au complet. Ouais. C'était plus juste comme le petit paquet de gomme avec les cartes dedans qu'on en ramasse une couple. À cette heure, c'est faut compléter les séries, faut les protéger. Il n'y avait pas ce concept-là vraiment avant, les protections de cartes, tout ça. Ça, c'est vraiment dans les années 90 que ça a pris de l'ampleur. Bien, il y a façon de faire des sous. Ouais. C'est juste que c'est une minorité de gens qui réussissent à le faire parce que c'est une job à temps plein, faire de l'argent avec les cartes. Là. Exactement. C'est beaucoup d'analyse, c'est beaucoup de recherche, analyser, savoir est-ce qu'il y a des forts potentiels, des joueurs qui s'en viennent, le connaître, savoir ça c'est numéroté, c'est limité, peut-être que ça je devrais garder. Mais je veux dire, c'est comme un peu une certaine bourse. Il y a des bons coups, il y a des moins bons coups. Puis il y en a qu'on ne s'attend pas à ce que ça va jumper. D'autres vont se dire, comment ça, c'était une valeur sûre, ça a planté. Tel joueur va faire un tour du chapeau, McDavid. Ah, McDavid vient encore de monter dans la popularité. Les gens achètent beaucoup sur le coup de l'émotion. On l'a vu encore plus pendant les séries. Puis aussi, surtout avec les échanges, comme David Savard qui se fait échanger, les cartes montent. Là, juste pour parler de Dvorak, je veux dire, la journée avant, les cartes les Young Guns se vendaient 2 $, puis la journée qu'on annonce qui arrive à Montréal, c'était 20-25.
Donc, c'est ça, c'est vraiment le coup de l'émotion. C'est-à-dire, le joueur n'est pas meilleur, il sera peut-être pas meilleur, il va peut-être avoir les mêmes genres de stats, mais il est rendu à Montréal, il est rendu à Toronto, il est rendu à Vancouver, il est rendu à Boston. Ça vient de changer un peu la donne. Grâce au boom, je devrais dire que Gretzky, celle à 3 millions, s'est vendu ce prix-là. Parce qu'avant le boom, cette carte-là, c'était transigé 500 000. C'est énorme comme différence, mais il y avait tellement de popularité. C'est le Holy Grail, c'est le Saint Graal des cartes de hockey, une Gretzky recrue PSA 10. Il y en a juste 2 dans le monde qui sont gradés avec cette note-là. C'est complètement fou. Puis... Les autres sports avaient déjà commencé une certaine tangente avec les Michael Jordan recrues, les Tom Brady, que ça avait été chercher des records après records. Fait que le hockey a suivi un petit peu plus tard, mais c'est exactement, donc Gretzky, puis on a vu même Steve Eisenman, Patrick Roy, ont tous suivi. Tous ces joueurs-là, les Hall of Famers, ont tous suivi la tendance à la hausse. Si dans chaque boîte d'Upper Deck que je vendais, il y avait une Lafrenière recrue, la carte serait pas rare. Fait que c'est un peu plus rare que ça, si on a 8 boîtes environ. Puis là, il va y avoir des versions numérotées, des versions avec des signatures. Puis c'est ça que les gens recherchent plus. Tu peux ouvrir des boîtes longtemps avant de frapper une carte chère, ou tu peux être super chanceux. Il y a des gens aussi qu'eux autres vont tout simplement acheter la carte à l'unité qu'ils veulent pour leur collection. Parce que c'est le fun d'avoir une carte recrue Connor McDavid, puis les gens en achètent au gros prix, mais les gens ils me disent « Pierre, quand est-ce que ça va monter? » Je leur dis « Bien, il a déjà tout gagné ce qu'il pouvait gagner tout seul, ça y prend une Coupe Stanley, c'est pas mal la seule autre étape. Peut-être s'il gagne une médaille d'or avec Team Canada l'hiver prochain. Mais sinon, des joueurs qui sont déjà super hauts, ils ont moins tendance à monter vite. » On se retrouve chez Collect Édition pour notre question de la semaine. Et avec Patrick, cette semaine, on parle d'autographes de joueurs. Puisque les joueurs ont des autographes qui sont différentes, et ça, je l'ai appris moi-même avant qu'on enregistre cette question-là. Parle-moi un peu de ces autographes différentes-là pour les joueurs. De plus en plus, on voit des joueurs avec 2 signatures, donc 2 types de signatures. Ça veut dire qu'à la sortie des arénas où vous allez les rencontrer dans la rue, ils vont avoir un type de signature. Et avec les compagnies plus officielles, que ce soit des compagnies surtout de cartes de hockey, ils vont avoir une signature un petit peu plus officielle, donc plus épurée. Plus on va reconnaître un petit peu plus les lettres, évidemment, de leur nom, étonnamment. Et c'est celle-là, cette signature-là, qu'on va voir au fil des ans sur chacune des cartes du joueur en question. Oui, exactement. Fait qu'on pourrait regarder avec année après année, puis leur signature va être semblable, alors que sur des items, lorsqu'on les rencontre dans la vie de tous les jours, on peut voir que la variété de signatures est très, très, très différente. Et justement, pour notre question de la semaine, on va vous proposer 2 types de signatures d'Alexis Lafrenière et on vous demande de repérer laquelle est sa signature officielle pour des cartes de hockey. Est-ce A, l'option A, ou B, l'option B? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause laquelle des signatures d'Alexis Lafrenière était sa signature officielle et authentique. Et la réponse est B. Et Patrick, lorsqu'on regarde l'autographe B, on le voit justement que c'est un autographe qui est un petit peu plus épuré, plus professionnel, si on se permet l'expression comme ça. Et c'est des autographes chez les joueurs qu'on peut leur demander, notamment dans des événements caritatifs, par exemple, ou dans des événements où on va vraiment les croiser personnellement, davantage que dans la rue comme telle, où là, ils vont souvent signer, je suppose, avec l'autographe plus de base, là, si on peut l'appeler comme ça. Oui, donc il existe des événements, que ce soit des expositions ou ça peut être aussi des compagnies qui vont faire affaire avec le joueur, qui vont dire, ben voici, on offre la signature de tel joueur, venez nous rencontrer. Et à ce moment-là, le joueur a déjà plus de temps et cette signature-là va être la signature officielle qu'on retrouve aussi sur les cartes. Et vous, comme collectionneur d'objets sportifs en général, est-ce que vous la repérez, que c'est la bonne ou la moins bonne signature sur des joueurs évidemment plus... des gros noms, évidemment? Oui, c'est assez simple. C'est assez simple à repérer. Merci beaucoup, Patrick. Vous reconnaissez l'homme à ma droite, Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, qu'on retrouve encore une fois cette semaine à Hockey le Magazine. Sylvain, on veut parler avec toi cette semaine d'un sujet que c'est pas toujours plaisant de parler, mais il va toujours faire partie de la vie pour les prochaines années, c'est la COVID-19. C'est quoi ça? Exactement. C'est ce qu'on se dit toujours lorsqu'on en entend parler. Mais je veux en parler d'une manière peut-être un petit peu plus différente. Je veux reparler de l'année qui est passée où les jeunes n'ont pas pu jouer au hockey. La plupart des jeunes, en tout cas la très grande majorité des jeunes, n'ont pas pu le faire. Et je veux parler des conséquences pour le futur. Je pense que toi-même, tu pourras me dire que même avec un doctorat en psychologie du sport, les conséquences sur le futur, on les connaît pas tout à fait encore. On les connaît pas tout à fait et même avec des connaissances, c'est difficile de vivre ça. Tu sais, en japonais, on dit que le mot crise, parce que c'est une crise qu'on traverse, a 2 symboles. Le premier, c'est le symbole du danger et le deuxième, de l'opportunité. Donc, le danger qu'on a eu, c'est qu'on avait énormément d'incertitudes, de choses qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Et malgré ça,
j'ai trouvé que tout le monde a été énormément résilient, réceptif et aussi très créatif à trouver des solutions différentes, de s'entraîner, de rester connecté. Et imagine si cette crise-là était arrivée il y a seulement une trentaine d'années. On n'aurait pas pu avoir les réseaux sociaux, l'Internet qui nous a gardés connectés. Même s'il y a des choses moins plaisantes par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a quand même des choses qui nous ont permis de rester en contact les uns avec les autres grâce à la technologie qui était là présente pour nous. Il y a quelques aspects que je veux parler avec toi. Je suis certain que tu as eu à avoir des jeunes qui sont venus te voir dans ton bureau et qui t'ont dit « Moi, c'était ma chance cette année. Moi, je croyais vraiment là, que cette année, j'allais faire tel niveau, peu importe le niveau, dans le pee-wee, dans le bantam, dans le midget, dans le junior. Et j'ai pas pu le faire cette année. Et là, il y avait peut-être l'impression que le monde s'écroulait pour eux. Comment tu as géré ça, toi aussi, avec les gens avec qui tu parlais? » Tu sais, Jasmin, tu connais tellement bien le monde du hockey. Je t'apprendrai rien que chaque jeune veut avoir son showcase. Chaque jeune sait qu'à un moment donné, il faut que là, il soit capable de démontrer ce qu'il peut faire. Moment. Exact. Et quand ce moment-là nous est enlevé, nous est arraché, c'était extrêmement difficile. J'ai vu des jeunes s'effondrer, être découragés. J'avais jamais vécu ça là, à un aussi haut niveau. Mais ce que je peux te dire de ça, c'est que j'ai vu aussi des jeunes être résilients puis être capables de passer à travers ça. Tu sais que une année pour un jeune hockeyeur... C'est énorme. C'est énorme. Une année, c'est comme 5 ans pour nous, les adultes, et sinon plus. Donc, lorsqu'on retire ça, qu'il ne peut pas démontrer son plein potentiel, démontrer ce qu'il est capable de faire, effectivement, c'était difficile. Puis il y a toujours aussi qu'eux, ils se présentent à différents repêchages. Puis ils veulent se préparer à ça. Puis là, bien, quand c'est enlevé, est-ce qu'on m'a assez vu? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais ce qui est juste dans cette crise-là, c'est qu'au moins tout le monde a été... Il n'y a personne qui a été épargné. Ouais. Donc, tout le monde était sur le même niveau, dans le même bateau. Ouais. Donc, ceux qui n'ont pas été vus, bien, c'est un peu tout le monde qui a été dans la même situation. Je ne sais pas si le docteur en psychologie du sport a déjà réfléchi à cette question-là, mais est-ce que tu penses qu'on va oublier qu'est-ce qui s'est passé ou au contraire, on va devoir construire avec qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu vas dire à un jeune, « Hey, cette année-là, là, oublie-la, on ne pense plus jamais à ça, puis construis vers la suite » ou au contraire, apprends de ça? C'est une bonne question, mais je pense que c'est le deuxième qui est réel, c'est qu'on doit construire de ça. On a appris de ça. On ne va pas l'oublier. C'est un moment difficile, mais je pense que tout le monde ensemble, l'être humain est une drôle de bébite qui regrette ce qu'il avait que lorsqu'il l'a perdu. On s'était jamais rendu compte à quel point on était choyés, on était fortunés, nous, de pouvoir se rencontrer ensemble, d'exercer le sport qu'on adore. Et là, quand ça nous est enlevé, on se rend compte comment ça nous a manqué et probablement on va l'apprécier encore plus dans les années qui vont suivre. Donc, j'ai l'impression que, oui, c'est difficile, mais je pense que tout ensemble, on va être encore plus serrés ensemble et on va probablement être un peu plus bienveillants les uns envers les autres. C'est ce qu'on va retrouver de cette crise-là. Sylvain, merci beaucoup. Je suis certain que tu as été extrêmement utile avec tous les jeunes que tu as vus la saison dernière qui passaient des moments difficiles. Merci de nous en avoir parlé aujourd'hui. Merci à toi, Jasmin. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonne année 2022, aujourd'hui le 1er janvier. Je veux commencer, Eric, notre spécialiste, je dois te dire bonne année. Bonne et heureuse année, Bruno. Et il n'y a rien de mieux que bonne année, quand c'est le congé des fêtes comme ça, de commencer à penser à notre jeu à l'extérieur. Il fait froid, il y a des belles patinoires à l'extérieur. Comment s'équiper comme il faut? Puis j'aimerais qu'on commence avec le bâton. Si je veux être capable de marquer des buts dans ma saison 2022, je vais avec quoi? Ça prend. Il y a beaucoup d'options en magasin, mais c'est sûr que ça dépend de ce que tu veux faire. Comme aujourd'hui, on parle de hockey extérieur, sur les passions extérieures, donc dans ton quartier. Tu peux t'acheter un bâton plus haut de gamme, plus cher si tu veux. Ça va nous faire plaisir de te le vendre, évidemment. Mais je pense que souvent, les options à plus bas prix sont très intéressantes. Un petit peu comme les patins qu'on a parlé il y a quelques semaines. Les compagnies, les fournisseurs mettent quand même beaucoup de recherche et développement dans les bâtons à prix plus bas parce qu'on vend beaucoup d'unités, ils sont très durables. Il y a beaucoup de choses intéressantes, comme dans celui-ci, le Sherwood Wrecker Element 2021. Moins cher, performant et durable.
Et là, on parle du bâton. Hein, tu veux que ce soit performant, durable, justement. Mais une autre chose, c'est peut-être que tu ne veux pas utiliser tes patins que tu utilises dans ta ligue pour tes vrais matchs. Tu veux une paire de patins que tu vas vraiment pouvoir consacrer pour l'extérieur. As-tu quelque chose à conseiller? Oui, tout à fait. Puis encore une fois, tu peux plus comme des bâtons moins chers, tu peux être des patins abordables. Ici, on a un ripcord avec la lame qui est facilement, on peut enlever facilement. C'est sûr que c'est pas la même qualité que le 100K Pro qu'on a, qui coûte très cher. Mais pour l'extérieur, un patin qui, évidemment, avec une bonne paire de bas ou peut-être pour faire quelque chose du genre, mais ça va te garder au chaud, c'est confortable, c'est parfait pour le hockey extérieur. Une autre chose qu'on se demande, là, tu viens de régler la question des patins, on a parlé des bâtons. On hésite tout le temps entre une bonne paire de mitaines ou est-ce qu'on met nos gants? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Mais c'est sûr que nous, on recommence, si tu veux être la vedette de ton quartier à la hockey extérieur, là, marquer une tonne de buts, ça te prend des gants pour bien avoir beaucoup de support sur ton bâton. Puis tu n'as pas besoin de dépenser une fortune pour avoir des gants de qualité. Évidemment, ces gants-là sont faits pour la patinoire, pour les matchs intérieurs, mais pour l'extérieur, un gant bas de gamme, à bas prix, qui est vraiment un beau look, puis va te garder les mains au chaud. C'est sûr que s'il fait moins 20, c'est une autre histoire, là, mais en général, ça va être parfait. Bon, mais maintenant qu'on est équipé, on est bien habillé, on a notre sucre, notre manteau d'hiver, on est au chaud, mais on veut quand même représenter notre équipe préférée. Oui, ou ton joueur. Ton joueur, mais oui. Comme ici, on a le chandail des Kraken de Seattle, la nouvelle équipe de cette année. Wow. Beaucoup de jeunes et adultes, quand ils vont jouer à l'extérieur, ils aiment ça s'identifier à leur équipe favorite ou aux joueurs favoris. Donc, en magasin, on a vraiment une multitude de couleurs, choix d'équipes, joueurs que les gens peuvent acheter et porter fièrement sur leur patinoire. Et si tu n'as pas le chandail de l'équipe, j'imagine qu'il doit y avoir des tucs ici, un autre accessoire qui garde au chaud de différentes équipes. Ouais. Des tucs, des kangourous, des sous-vêtements qui te gardent au chaud. On a vraiment tout pour garder un joueur au chaud à l'extérieur. Wow! Là, je suis prêt. Là, je suis prêt pour ma saison de hockey extérieur. Je suis en confiance. Merci beaucoup, Éric. La semaine prochaine, on va embarquer dans plein de produits divers pour vraiment optimiser votre expérience hockey. À la semaine prochaine. La chronique sur la glace est une présentation de l'Académie CCM. À fond avec l'Académie CCM. Bienvenue encore cette semaine à l'Académie CCM, présentée par Play 360. Je suis en compagnie de Denis Chalifou et je pense que tu vas nous parler d'un de tes... un des aspects préférés de ton jeu. Oui, écoute, c'est quelque chose que j'utilisais sur une base régulière à l'époque. On va parler des feintes. Les feintes. Les feintes, Danny, c'est de donner vraiment la mauvaise information aux joueurs défensifs. Tu arrives dans une situation de 1 contre 1, tu veux donner la mauvaise information aux défenseurs. Faire croire quelque chose. Exactement. Changement de direction, faire croire que tu vas aller à ta droite pour après ça changer rapidement vers ta gauche ou faire un lancer, poursuivre ta route, exploser pour le déborder vers l'extérieur. Fait que c'est vraiment l'emphase de donner la mauvaise information. Bien, en fait, tu parlais d'un élément essentiel. J'ai entendu exploser, le changement de vitesse. Tout ça, ça fait également partie de l'arsenal d'un bon joueur, d'une bonne joueuse lorsqu'on parle de feinte. On va voir ça maintenant sous forme d'enseignement avec nos jeunes joueurs et joueuses. Alors, comme premier exercice pour les feintes, ce qu'on va faire ici au petit parcours, le focus que je veux avoir lorsqu'on va arriver aux 3 obstacles, je veux vraiment qu'on aille sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire que notre rondelle, je veux qu'elle aille plus loin qu'entre nos 2 patins. Arrêt complet, viens porter ta rondelle à l'extérieur et on explose. Va porter ta rondelle à l'extérieur et on explose avec la jambe gauche. Va porter la rondelle, explose avec la jambe gauche et je viens lancer au filet et je me place là-bas. Excellent, mon Luc. Quand tu es prêt, place tes patins dans la direction où tu veux aller. Excellent. Go! Freinage. Dépose en bas. Explose. Super. Super, Luc. Excellent. Excellent. Go! Alors, pour le prochain exercice, on est en position arrêtée. Beaucoup plus simple comme ça. Et lorsqu'on parle de toe drag, ramener la rondelle vers soi. Moi, je suis droitier. Fait que déjà, je suis bien positionné. Tout ce que je vais aller faire, c'est emmener ma rondelle. Je la ramène avec le bout de ma palette. Et je ramène à l'intérieur de mon patin gauche dans le cas du droitier. Et j'explose vers l'avant. Tout simplement, je vais venir contourner le cône ici et je m'en vais lancer au filet là-bas. On va partir avec Maxime. Fais-moi ton
toe drag, va porter ta rondelle, ramène, explose. Super. Alors, le défi, c'est de réussir à ramener la rondelle, cette espèce de tirade, et après, de se servir du fait qu'on est en flexion pour exploser et se défaire de son couvreur. Dans le fond, la clé, c'est toujours la même chose avec une feinte. C'est d'être capable de sortir de sa feinte en ayant une explosion qui te permet de te démarquer de ton couvreur. Boum, explose. Ouverture des hanches. Plie les genoux. Ramène, explose. Oui. Oui, Loïc. Go ici, Elliott. Ouverture des hanches. Ramène la rondelle au pied. Ouvre ton patin et on l'explose. À ta droite, à ta gauche, sorry. Ramène, pousse. On vient se replacer rapidement après. Ramène. Ouverture des hanches, oui. Explose, oui. C'est bien de le faire lentement au début, juste pour intégrer comme il faut le mouvement. À mesure que ça avance, on peut le faire. Ensuite, on peut le faire aussi avec une séquence où on est en mouvement, on freine, puis où on ralentit et là, on fait le toe drag. Tout ce qu'on appelle les fameuses combinaisons techniques. Là, on part statique. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Alors, Denis, es-tu satisfait de ta séance? Il y a encore du travail. Oui. Il y a encore du travail, définitivement. Mais oui, dans l'ensemble, ça a été concluant. Il faut juste que le joueur ou la joueuse comprenne une chose, c'est que lorsqu'on fait des feintes, trop souvent, là, on a une mauvaise impression de penser que c'est juste les mains qui travaillent. Mais c'est le corps au complet. Oui. Parce que ça va beaucoup passer par un transfert de poids et ça va être les jambes. Fait que donc, d'avoir en tête de toujours utiliser le corps au complet lorsqu'on parle de feinte. Trop souvent, le joueur ou la joueuse associe ça juste avec les mains, mais c'est beaucoup plus que ça. L'entraînement, c'est pas juste l'entraînement structuré. C'est aussi par vous-même de travailler les feintes. Ce que Denis vous a enseigné aujourd'hui, il y avait beaucoup de matériel extrêmement intéressant pour vous, à condition de continuer à vous entraîner. Travaillez fort, amusez-vous, bon entraînement. Ouais, c'était pas mal intéressant avec Denis Chalifou. Écoute, Jasmin, tu veux encore nous parler de deck hockey? Il y a des choses à ajouter là-dessus, hein? Oui, on va en parler la semaine prochaine avec les gens de deck hockey Montérégie qu'on a connus depuis le début de la saison, qui sont maintenant parmi nos partenaires et qu'on va aller revoir la semaine prochaine. De même qu'un entretien aussi avec Stéphane Dubé, qu'on connaît bien, évidemment, au niveau du gymnase. Des entraînements. Tout à fait. Et on va parler de force au niveau du haut du corps. Alors, vraiment de la force brute là, au niveau du haut du corps. Alors, super intéressant. On vous présente ça la semaine prochaine. De ton côté, sur la patinoire? Ben, c'est avec Katia Hydra. Et Katia va nous parler de transition au niveau du patinage. Alors, toutes ces fameuses transitions-là sont super importantes parce qu'elles sont directement reliées au démarquage lorsque tu veux te défaire d'un couvreur. Donc, c'est vraiment intéressant. Manquez pas ça la semaine prochaine. Hockey le Magazine vous a été présenté par le trio Hockey Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey, en collaboration avec l'Académie CCM. À fond avec l'Académie CCM et Deck Hockey Montérégie. L'expérience à son summum.